Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre des nombres complexes. Cela ne suffira pas bien évidemment pour préparer un contrôle ou un examen, il faudra faire des exercices, mais l'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Alors pour comprendre les nombres complexes, il faut envisager un nouvel ensemble, un ensemble avec des nouveaux nombres qui vont bien au-delà des nombres réels. Cet ensemble va englober l'ensemble des nombres réels avec donc de nouvelles règles et de nouvelles propriétés. Dans cet ensemble, que l'on note C, on définit un nouveau nombre. Un nombre que l'on va noter I et qui est tel que I carré égale à moins 1. Alors au départ, cela peut surprendre de voir qu'on a un carré qui est négatif. Ça va évidemment à l'encontre de la règle des signes qui nous dit qu'un carré est toujours positif puisque soit on a deux positifs qui sont positifs, soit on a un produit de deux négatifs qui sont également positifs. Oui, mais je l'ai dit avant, il faut sortir de l'univers des nombres réels, il faut voir plus large et aller au-delà. Cet nouvel univers s'appelle l'ensemble des nombres complexes et se note C. Dans C, eh bien, on a nos nombres complexes, qui s'écrivent sous la forme Z égale A plus IB, avec A et B qui, eux, sont des nombres réels, mais qui sont construits, on le voit, avec notre nombre I, qui est défini comme I carré égale à moins 1. Tout nombre complexe s'écrit sous la forme Z égale A plus IB. Cette forme-là, c'est la première écriture des nombres complexes, on l'appelle plutôt la forme algébrique, qui est donc un nombre réel plus i fois un nombre réel. Il est donc formé de deux parties. Une première partie qui s'appelle la partie réelle, c'est le a, et une deuxième partie qui s'appelle la partie imaginaire, c'est le b. Ce qui fait que si jamais b égale à 0, et bien du coup, on a z qui est égal à a étant réel, eh bien on aura z qui sera un nombre réel. Ce qui veut dire que l'ensemble des nombres réels est inclus dans l'ensemble des nombres complexes. C'est bien ce que j'ai dit avant, cela va au-delà, c'est un ensemble plus large. Essayons maintenant de comprendre graphiquement ce que c'est qu'un nombre complexe. Cela va nous aider dans tout ce chapitre pour bien dissocier les trois écritures que l'on va voir sur un nombre complexe. On a donc représenté un repère orthonormé. Dans ce repère, on a placé le point M de coordonnées A et B. A et B. Et on va voir ceci d'une autre façon. Plutôt que de dire que le point M, il a pour coordonnées A et B, on va dire que le point M, il est défini par un nombre complexe. Sa position est définie par un nombre complexe que je vais noter Z égale A plus IB. Pourquoi pas? Ça revient strictement au même. Finalement, qu'est-ce qui définit Z? C'est bien A et B, les deux nombres A et B dont on a parlé avant. Et finalement, on peut de la même manière y associer une valeur sur l'axe des abscisses et une valeur sur l'axe des ordonnées. Seulement, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire que cet axe-là, c'est finalement le premier paramètre de mon nombre complexe, c'est donc la partie réelle. Je vais donc appeler cet axe l'axe des réels. Et la deuxième partie ici, qu'on a dit qui s'appelait la partie des imaginaires, et bien du coup, je la retrouve ici comme ordonnée, mais cela fait que cet axe s'appelle l'axe des imaginaires. Et on dira que M a pour affixe le nombre complexe Z égale A plus IB. Voilà le premier mot de vocabulaire qu'il faut bien connaître. L'affixe d'un point, eh bien c'est le nombre complexe qui permet de définir ce point sur le repère orthonormé avec lequel on travaille. Et on peut faire exactement de la même manière avec un vecteur. On le voit ici, j'ai représenté le vecteur U, qui a donc pour coordonnées A et B. Eh bien on peut dire que le vecteur U a pour affixe A plus IB, le nombre complexe A plus IB. Quel est l'avantage? Eh bien tout simplement, dans les calculs, on va travailler ici qu'avec un seul nombre, alors que lorsqu'on a des coordonnées, on travaille avec deux nombres. Et les nombres complexes bénéficient de certaines propriétés qui sont extrêmement pratiques lorsqu'on a des calculs à faire. Du coup, la géométrie de la démonstration va être calculatoire de façon simple, si on connaît bien sûr
nos règles sur les nombres complexes de façon très simple pour arriver à prouver par exemple un parallélisme ou une égalité de longueur. Alors voici déjà une première série de propriétés. Je ne vais pas les lire en détail, toutes ces propriétés. Je te laisse éventuellement mettre la vidéo en pause si tu veux en prendre connaissance ou si tu ne les connais pas bien. Je m'arrête juste 15 petites secondes sur la première qui nous dit que si on connaît les affixes de m et n, zm et zn, eh bien on peut obtenir très facilement l'affixe du vecteur mn. C'est très simple, zn moins zm. Autrement dit, dans l'écriture du vecteur, je prends le deuxième point moins le premier. Ça nous fait penser évidemment aux coordonnées de points où on fonctionne de la même manière, abscisse du deuxième moins abscisse du premier, ordonnée du deuxième ou ordonnée du premier. On enchaîne ensuite avec la notion de nombre complexe conjugué. Si tu as un nombre complexe qui s'écrit z égale a plus ib, eh bien ce nombre complexe possède ce qu'on appelle un conjugué qui s'écrit z bar, c'est comme ça qu'on le note, z bar, le conjugué, égale a moins ib. Je garde la même partie réelle et je prends l'opposé de la partie imaginaire. Géométriquement, eh bien ça nous donne ceci. J'ai mon point M qui a pour affixe a plus ib. Le conjugué de z, z bar, s'écrira a moins ib. Autrement dit, je garde la même partie réelle, le même a. Mais par contre, je prends la partie imaginaire opposée. C'est pour ça que je vais me retrouver de l'autre côté de l'axe des abscisses et je vais retrouver mon point M' qui a pour affixe z bar a moins ib, symétrique par rapport à l'axe des réels, et donc, on le voit ici, de l'autre côté par rapport à l'axe des réels. Alors là encore, on possède toute une série de propriétés sur un nombre complexe et son nombre complexe conjugué. Je m'arrête juste sur les deux dernières. L'avant-dernière nous dit que si z est réel, z égale z bar. Bien, on le comprend bien. Z égale a plus ib, z bar égale a moins ib. Mais si z est réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de ib, ni pour z, ni pour z bar. Bien, on voit bien que z égale z bar. La dernière nous dit que si z est un imaginaire pur, alors z égale moins z bar. Je reviens à la définition du conjugué, a plus ib, a moins ib, mais c'est un imaginaire pur. Alors imaginaire pur, c'est un nombre qui ne possède pas de partie réelle. Autrement dit, il se trouve nécessairement sur l'axe des imaginaires. Donc s'il n'a pas de partie réelle, il n'y a pas de a ici. Du coup, z égale plus ib, z bar égale moins ib, eh bien oui, on voit bien ici que z égale moins z bar. Ils sont donc opposés. On va poursuivre avec deux nouvelles notions qui sont liées et qui vont nous permettre d'obtenir une nouvelle écriture des nombres complexes. On rappelle la première écriture sous la forme z égale à a plus ib et la forme algébrique. Mais il en existe deux autres, on va le voir. Alors pour cela, il va falloir utiliser un autre système de coordonnées. Jusque-là, notre nombre complexe avec a et b s'appuyait sur l'abscisse et l'ordonnée du point M. On est d'accord. Mais il y a d'autres moyens de définir la position d'un point. Un des moyens consiste à utiliser déjà la distance qui nous sépare de l'origine. Donc, en fait, la longueur du segment marqué en vert. Si je dis par exemple mon point M se trouve à 3 unités de l'origine, j'ai déjà une petite idée où se trouve M. Alors, il peut se trouver là, mais le problème c'est qu'il pourrait également se trouver ici. Si ça fait 3 unités, ou ici, ou ici. Donc on voit que ça ne suffit pas. La distance qui nous sépare de l'origine n'est pas suffisante. Il nous faudrait un autre nombre. Eh bien, cet autre nombre, c'est l'angle que fait le vecteur OM avec le vecteur U de la base. Cet angle-là. Alors là, si je dis, eh bien, mon point M se trouve à 3 unités de l'origine et le vecteur OM forme un angle de, on va dire, pi sur 6 par rapport donc au vecteur U, eh bien on voit bien que la position elle est unique. Je dois ici marquer 3 unités, je dois la faire pi sur 6, terminer, j'ai une position définitive et unique. Eh bien ce nouveau système de coordonnées va, pour les nombres complexes, nous permettre d'introduire de nouveaux mots de vocabulaire. Le premier qui est le module
d'un nombre complexe. Eh bien, le module d'un nombre complexe, c'est justement cette longueur-là. La longueur qui nous sépare du point M d'affixe Z de l'origine. Elle se note de cette manière-là. On écrit Z entre deux barres. Module de Z. Module de Z, c'est la longueur OM. Le deuxième nombre qu'on a besoin pour, on l'a dit, fixer de façon unique le point M, c'est cet angle. Cet angle-là, qu'on note habituellement θ, et qu'on appelle l'argument de Z, arg de Z. Eh bien, si j'ai pour un point M d'affixe Z, le module de Z et l'argument de Z, j'aurai la position exacte de notre point M, l'unique position de notre point M. Et le module de Z, on a une formule qui nous permet de le calculer à partir de A et de B. La formule est la suivante, module de Z égale racine carrée de A carré plus B carré. Ceci nous fait penser à quelque chose, nous fait penser à la formule de la longueur. C'est normal, puisque, je l'ai dit avant, module de Z est une longueur, c'est la distance de O à M. Quant à argument de Z, alors là, bon, il n'y a pas de formule, ça va dépendre du contexte de l'exercice. Par contre, s'il n'y a pas de formule, il existe quand même des propriétés qui nous permettent de faire des calculs, on le verra avec l'argument de Z, mais également d'ailleurs des propriétés avec le module de Z. En voici déjà une première série. Alors voilà donc les propriétés qui concernent le module. Je m'arrête sur la deuxième qui nous dit que module de Z bar égale module de Z. Bien oui, ça paraît évident puisque tout à l'heure on avait parlé de symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc nécessairement, si est représenté le module de Z vers le haut, le module de Z bar sera représenté vers le bas avec une symétrie. Par conservation des longueurs, on a bien que cette longueur est égale à celle-là par rapport à l'axe des abscisses. On a aussi toute une série de propriétés qui concernent les arguments. L'une qui nous dit par exemple que Z, si Z est un nombre réel, alors argument de Z est égal à 0 modulo pi. Alors, cela mérite de s'y arrêter un tout petit peu pour bien comprendre cette histoire de modulo pi. On va faire un petit dessin. Alors, que se passe-t-il lorsque Z est un nombre réel? On le voit ici, M se trouve sur l'axe des réels. Le point M d'affixe Z se trouve sur l'axe des réels. Dans ce cas-là, quel est l'angle θ? C'est-à-dire l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OM. Bien, on le voit, c'est l'angle nul. Autrement dit, dans ce cas-là, on aurait argument de Z égale 0. Mais M pourrait également être de l'autre côté. On a également ici un point M dont l'affixe Z est un nombre réel. Alors, que se passe-t-il dans ce cas-là pour l'argument de Z? Eh bien, l'angle formé par U et OM, c'est l'angle plat, c'est-à-dire pi. Argument de Z est égal à pi. Donc finalement, on a deux possibilités, soit 0, soit pi. Alors, dans la propriété, il était écrit ici, argument de Z égale à 0 modulo pi. Qu'est-ce que ça veut dire modulo pi? Bien, cela veut dire que je peux, après 0, ici, rajouter autant de fois ou enlever autant de fois que je veux pi à la valeur 0. Ce qui veut dire que argument de Z égale 0. Ou argument de Z est égal à 0 plus une fois pi. Tiens, ça tombe bien, c'est ce que j'ai là. Mais également, argument de Z est égal à 0 plus 2 fois pi. Mais 0 plus 2 fois pi, c'est quoi? 0 et plus 2 pi, c'est-à-dire je retombe au même endroit. Et oui, c'est un angle, donc on peut faire plusieurs fois le tour. Et on peut continuer de cette façon-là. 0 plus 3 fois pi, donc cette fois-ci, ça serait une fois, deux fois, trois fois. On retombe cette fois-ci avec un point M qui se trouve sur l'axe des réels, mais du côté négatif. Et on peut faire exactement de la même manière en enlevant autant de fois que l'on veut pi. Passons au deuxième cas. J'ai donc un point M d'affixe Z dont Z est un imaginaire pur, c'est-à-dire que Z se trouve nécessairement sur l'axe des imaginaires. Dans ce cas-là, combien vaut argument de Z, c'est-à-dire l'angle UOM? Eh bien, l'angle UOM, on le voit ici, est égal à pi sur 2.
Mais m peut être également en bas. J'ai également ici un point m dont l'affixe z est un imaginaire pur. Dans ce cas-là, argument de z sera égal à 1 fois, 2 fois, 3 fois pi sur 2. 3 pi sur 2. Que nous dit la propriété? La propriété nous dit que argument de z est égal à pi sur 2 modulo pi. Ce qui signifie que on aura pi sur 2 plus autant de fois que je veux pi, ou pi sur 2 moins autant de fois que je veux pi. On part au premier, pi sur 2. Pi sur 2, je l'avais bien. Ensuite, pi sur 2 plus 1 fois pi. Pi sur 2 plus 1 fois pi, j'arrive bien ici en 3 pi sur 2. C'était bien la deuxième solution. Si je fais pi sur 2 plus 2 fois pi, c'est-à-dire pi sur 2 plus 2 pi. Pi sur 2 plus 2 pi. 2 pi, c'est tout le tour. Je retombe ici, donc sur le point M de la première situation, etc. On voit bien que argument de z est égal à pi sur 2 modulo pi définit bien ici toutes les solutions qu'on peut avoir pour un point M dont l'affixe est un imaginaire pur. Et bien à partir de là, on va pouvoir définir une nouvelle écriture des nombres complexes. Comment on va faire? On va travailler dans des triangles rectangles afin d'écrire autrement la valeur A qui est ici. Pour cela, je considère donc ce triangle rectangle et je vais appliquer la formule du cosinus. Qui me dit quoi? Qui me dit que cosinus de θ est égal à côté adjacent, la longueur du côté adjacent c'est A, sur hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse, module de z. J'écris ça autrement, ça me donne donc A est égal à module de z cos θ. Je retiens ce premier résultat. Je vais maintenant faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec le sinus. Je vais donc prendre sinus θ. La formule est opposée sur hypoténuse. Alors, sinus θ égale à opposé, quelle est la longueur de ce segment? Bien, c'est marqué ici, B. Sur hypoténuse, ça reste module de z. Du coup, je peux en déduire que B est égal à module de z sinus θ. On a donc A qui est égal à module de z cos θ et B qui est égal à module de z sinus θ. On remplace. Mais alors, si A et B s'écrivent par ces expressions, dans l'écriture algébrique de z, je vais pouvoir remplacer A et B, respectivement par module de z cos θ et module de z sinus θ. Ben, c'est ce qu'on va faire. Z égale module de z cos θ plus I module de z sinus θ. J'ai remplacé A et B. On voit ici qu'on a module de z. Dans les deux termes, on peut donc factoriser par module de z. Ça fait module de z, facteur de cos θ plus sinus θ. Eh bien, on vient ici d'introduire ce qui s'appelle la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Forme trigonométrique d'un nombre complexe qui est donc définie, on le rappelle, par la distance du point M d'affixe Z à l'origine et l'angle qui est formé par le vecteur U et le vecteur OM. C'est un nouveau système de coordonnées, mais qui fonctionne très bien et on va le voir ensuite, qui est très pratique pour effectuer des calculs, mais pour cela, il faudra passer à la troisième écriture des nombres complexes. Z égale module de Z cos θ plus I sinus θ avec θ égale argument de Z. C'est la forme trigonométrique, on le voit, mais ça pose un petit problème, c'est que quand même cette écriture, elle est assez lourde, c'est assez long. Et pour travailler avec, c'est pas toujours évident parce qu'on est obligé de bien connaître certaines formules de trigonométrie. Du coup, on a eu l'idée géniale de poser ceci. EIθ égale cos θ plus I sinus θ. Alors, E, c'est bien le E qui est vu dans le chapitre fonction exponentielle. Mais du coup, si on a ceci, eh bien Z peut s'écrire module de Z, EIθ. Je remplace ce facteur. Eh bien voilà la troisième écriture des nombres complexes. Module de z, EIθ, c'est la forme exponentielle d'un nombre complexe et qui, comme pour la forme trigonométrique, dépend de deux objets géométriques, le module de z et un argument de notre nombre complexe. À partir de là, eh bien,
L'avantage de cette forme, c'est qu'on va pouvoir travailler avec les exponentielles. Et on connaît toute une série de formules qui sont assez simples à retenir et surtout assez simples à travailler sur les exponentielles et qui restent valables avec les nombres complexes. On les voit ici. Par exemple, EI égale EI θ plus θ'. Lorsqu'on multiplie deux puissances, on additionne les exposants. Je te laisse regarder toutes les autres, je ne rentre pas dans les détails. Je fais juste une petite pause sur une des propriétés fondamentales en géométrie, qui est presque d'ailleurs un cas particulier, un exemple, mais elle a quand même passionné beaucoup de mathématiciens, qui est la suivante. EIπ égale à moins 1. Alors on peut l'expliquer, et pour l'expliquer, là encore, on peut regarder géométriquement ce qui se passe. EIπ c'est quoi? Bien, c'est un nombre complexe, déjà, dont le module est égal à 1, puisque devant EIπ, j'ai rien. Donc en fait, j'ai une fois EIπ. Le module est égal à 1, ça veut dire que nécessairement, le point qui a pour affixe EIπ se trouve sur le cercle de centre O et de rayon 1. Pi, cela veut dire que un argument de mon nombre complexe est pi. Autrement dit, je dois donc faire un angle ici de mesure pi avec le vecteur u. Vu qu'il se trouve donc sur le cercle de rayon 1 et vu que je dois faire un angle de mesure pi, eh bien je me trouve nécessairement ici, voilà E, I, pi. Voilà le point M d'affixe E, I, pi. Eh bien, si là j'ai le vecteur unitaire u, ici je suis en 1, donc forcément de l'autre côté, ici, je me trouve en moins 1, ce qui explique bien que E, I, pi est égal à moins 1. Alors voilà donc les trois écritures des nombres complexes, la forme algébrique, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Une partie du travail que tu auras à faire, c'est de savoir passer d'une forme à l'autre et dans tous les sens, bien évidemment. Je l'avais dit au début de cette séquence, les nombres complexes sont très utiles en géométrie pour faire des démonstrations. Pour cela, bien sûr, quelques outils, et en voici 3 qu'il faut connaître et qui nous permettent bien de faire des calculs sur les angles et sur les longueurs. Sur les angles, bien évidemment, en utilisant l'argument, sur les longueurs, en utilisant le module. Alors là encore, ces trois propriétés, je ne les lis pas en détail, je veux juste m'arrêter sur la toute dernière, celle qui nous dit que l'angle ABCD est égal à un argument de ZD moins ZC, le tout sur ZB moins ZA. Petit truc pour retenir, on voit que tout est écrit à l'envers. Du côté angle, j'ai ABCD. Du côté argument, si je lis, j'ai DCBA. C'est un petit moyen technique pour s'en souvenir. Dernier point à connaître sur les nombres complexes, c'est cette fois-ci de l'algèbre pure et les équations du second degré. Je rappelle ici donc toute la propriété intégralement avec ce qui a été vu en classe de première, puisqu'en classe de première, tu as appris à résoudre des équations du second degré à partir avec la méthode du discriminant. On avait vu que si ce discriminant, si ce delta est strictement positif, on possède deux solutions à notre équation. Moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. On avait vu que si ce discriminant est nul, notre équation possède qu'une seule solution qui est moins b sur 2a. Et on avait vu que si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Alors oui, il n'y a pas de solution réelle, c'est vrai. Mais par contre, dans le monde des complexes, il existe deux solutions si delta est négatif. Ces solutions sont les suivantes. Si ton équation s'écrit az carré plus bz plus c égale à 0, a, b, c, par contre, sont des nombres réels, donc des coefficients. Ça pourrait être, par exemple, 2z au carré moins 3z plus 5 égale à 0. Si jamais ton delta est négatif, eh bien l'équation possédera deux solutions complexes, on va le voir tout de suite, qui sont moins b plus i racine carrée de moins delta sur 2a, moins b moins i racine carrée de moins delta sur 2a. On voit bien donc notre petit nombre i, qui nous rappelle qu'effectivement les solutions sont complexes. Sous la racine, on met moins delta, il ne faut pas s'en étonner. Moins delta, pourquoi? Bien tout simplement parce que delta est négatif. Donc tu auras quelque chose genre, je ne sais pas, moins 5 par exemple. Donc il faut bien ramener quelque chose de positif sous la racine pour pouvoir avoir un coefficient réel. Sinon le coefficient ne sera pas réel. Donc du coup c'est pour ça qu'on a moins delta.
Alors là, voilà, ça c'est la propriété. Il faut bien sûr s'entraîner à résoudre ce type d'équation. S'entraîner comme tout le reste, je rappelle que dans cette vidéo, tu n'as vu que le cours. Il faut maintenant faire des exercices si ce n'est pas fait pour bien maîtriser ce cours. Cette séquence est terminée.